Quand on regarde cette scène qui s'est déroulée du côté du Mali, la question de ces missions onusiennes se fait de plus en plus pressante parce qu'il faut dire, une fois encore, le prétexte qui est pris par les autorités ivoiriennes, c'est que ces militaires qu'on a finalement avoué et qu'ils étaient des militaires allaient du côté du Mali pour soutenir le contingent de la MINUSMA de ce côté-là. Gamal Abina, la question de ces missions onusiennes se pose de plus en plus et plus précemment sur le continent africain. Oui, bonsoir. Il y a un bruit de fond. Il faudrait que quelqu'un coupe son micro parce que là, on entend un gros écho. Donc, il faudrait que les gens coupent leur micro, ce serait plus simple. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ces questions-là que vous posez? Effectivement, il n'y a plus de bruit, c'est bien. La question que vous posez est intéressante. Alors, moi, je suis pas dans une démarche comme ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Les premières questions que je me pose, c'est qu'est-ce que voulaient faire ces 49 militaires qui ont été interpellés et qui certainement avaient une mission qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'était des militaires qui étaient destinés à déstabiliser le Mali, à faire un coup d'État? Est-ce qu'ils étaient là pour aller rejoindre la MINUSMA, comme ce qui a été dit par les autorités ivoiriennes, qui ne s'empressent pas vraiment de parler? Ben, c'est la question qui m'intéresse et je pense qu'il faut une enquête. Alors là, il y a des discours qui sont très inquiétants et je rappelle, et je tiens à le rappeler, puisqu'on ne parlait pas d'africanisme, que ce sont des Africains qui sont sur le plateau, eux, qu'on ne peut pas prendre le risque fou d'une confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est intolérable, je ne peux pas accepter d'entendre ça. Et je répète, s'il y a des têtes brûlées, que c'est ce que demande l'Occident, que des frères se tapent entre eux. On l'a vu dans plusieurs théâtres d'opération, Iran, Irak, Yémen nord et sud, Soudan nord et sud. On a même des tentatives entre l'Algérie et le Maroc. Il y a des déstabilisations programmées par l'Occident lorsqu'ils ont la possibilité de vendre des armes. Donc je ne peux pas entendre que, même s'il y a de l'émotion et de la colère, qu'on en arrive à dire voilà, on va sortir les armes, on va les exécuter. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on a un petit peu de projection et qu'on se positionne par rapport à son continent, ce sont nos frères qui sont en face, quels qu'ils soient. C'est les populations civiles qui subissent. Et il faut tout faire pour éviter que des pays frères se fassent la guerre. Parce que des dirigeants qui sont des marionnettes, on le sait très bien, ont décidé de chercher à faire des opérations de charognard. Non, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. L'intelligence des Maliens, ils ont réussi une opération de souveraineté en recouvrant leur pleine souveraineté politique, c'est de se dire qu'ils font une enquête, comme le font très bien les Occidentaux, pour savoir où voulaient aller ces militaires qui ont effectivement chacun des fonctions et des professions qui ne correspondent pas à la réalité de ce qu'ils étaient. Faire une enquête simplement, faire une enquête, la porter à l'ONU, comme le font les Algériens actuellement par rapport au Sahara occidental, et ne surtout pas tomber dans l'émotion. L'émotion conduit, on l'a vu combien de fois en Afrique, à des guerres inutiles. On a déjà des difficultés à développer ce continent. Si en plus on tombe dans la guerre qui n'en finit pas, parce que quand on provoque une guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand elle se finit. Par contre, on sait une chose, c'est que les pays sont épuisés au terme de la guerre et que ce sont toujours les civils qui meurent. Donc je pense qu'il faut garder à l'esprit une certaine raison, c'est-à-dire que les populations de l'autre côté de la frontière, c'est les vôtres. Il n'y a pas de différence, que ces populations aspirent à la paix et au développement et à la sécurité, et en aucun cas à les confrontations inutiles. Donc lorsque l'on entend ce genre d'opérations qui sont des coups tordus, il faut être vigilant et ferme, il faut interpeller effectivement quand il faut le faire les gens qui veulent faire les coups tordus, et il faut les conduire simplement à un procès équitable, à une enquête qui doit être diligentée avec l'ONU si c'est possible. Je ne suis pas un fan de l'ONU, mais simplement pour prendre un témoin le monde. Et une fois que c'est fait après, eh bien, vous rendez ces militaires et que ça ne s'en plus, simplement. Il ne faut pas tomber dans l'émotion. Parce que c'est vrai qu'actuellement, le Mali est soutenu de façon assez sérieuse par la Russie avec des équipements, sauf qu'il est soutenu pour en finir avec des groupes terroristes. Il n'est pas soutenu pour faire la guerre. Et il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce piège. Je rappelle tout de même que l'Iran et l'Irak, pendant 8 ans, ça a été un théâtre d'opération formidable pour l'Occident, qui alimentait tour à tour l'Iran et puis l'Irak. À chaque fois que une des deux parties l'emportait sur l'autre, on mettait le paquet sur l'autre, de telle sorte que la guerre soit éternelle. Ça a duré 8 ans. 8 ans d'un bain de sang intolérable qui a tué 2 millions de personnes. Donc, sans parler des conséquences, évidemment, sur l'économie des deux pays. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut demander une enquête, il faut savoir ce que voulaient ces hommes, il faut les interroger, il faut se demander pourquoi est-ce que le président de Côte d'Ivoire ne s'exprime pas. Il a pris un temps fou à envoyer un communiqué très laconique. Donc, certainement, il a sans doute quelque chose à se reprocher, c'est possible, mais il ne faut pas tomber dans le piège de la provocation. On est entre nous, les populations africaines sont frères et sœurs, il n'y a pas de débat là-dessus. Il ne faut surtout pas en arriver à ces esprits qui s'échauffent. J'entends depuis tout à l'heure sur le plateau beaucoup de gens très énervés, je peux l'entendre, mais ne perdons jamais de vue une chose, c'est que si des gens cherchent à faire en sorte que les frères se fassent la guerre, c'est au profit de ces gens-là. Donc la pire défaite pour ces gens-là, c'est qu'on fasse la paix,
qu'on discute, qu'on parle et qu'on trouve des terrains d'entente. Il faut lever effectivement les sanctions qui sont inhumaines, qui ont été portées contre le Mali, mais il faut le faire en bonne intelligence, en faisant en sorte que les peuples s'expriment. Alors évidemment, la démocratie en Afrique, pour beaucoup de pays soutenus par l'Occident, c'est une plaisanterie, on le sait, mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'émotion. Moi, je demande toujours aux gens de garder à l'esprit l'intérêt supérieur de notre continent. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, et il y a un problème aujourd'hui qui s'est posé, on voit bien que la Côte d'Ivoire est en grande difficulté pour expliquer le fait qu'un avion transite sur le territoire malien sans autorisation. Mais cette histoire de la MINUSMA qui a été reconduite pour 1 an est une façon de garder sous contrôle la région. Les Maliens ont réussi à développer en bonne intelligence un partenariat stratégique avec la Russie et la Chine. Il faut le développer avec l'Iran, avec les pays le nouvel axe économique qui est en train d'émerger. Il faut tout faire pour que le Mali se développe et pas tomber dans les pièges grossiers. Donc j'en appelle vraiment à l'intelligence de tous les gens sur le plateau. Je comprends l'émotion, elle est légitime, je suis le premier à l'être, mais je me projette toujours sur un second temps. Ne pas tomber dans le piège, parce que les Ivoiriens sont vos frères, et parce que le peuple ivoirien n'a pas mérité de supporter ce genre de problème. Donc, même si ces mercenaires sont des Nigérians ou de je ne sais où, qu'ils soient interrogés, qu'il y ait une enquête, qu'ils soient éventuellement poursuivis, mais il faut les faire de façon dans les règles de l'art, parce que ça reste malgré tout, qu'on le veuille ou non, des gens du continent. Alors après, si effectivement ils avaient tenté d'assassiner le président, par exemple, c'est un peu l'esprit qu'on est en train d'observer, effectivement, il aurait fallu utiliser la force. Là, en l'occurrence, ils ont été interceptés. Donc les dérapages n'ont pas eu lieu. Le seul dérapage possible, c'est qu'il y ait un échauffement des esprits. Et donc le président ivoirien n'est pas là pour durer, hein, comme tous les présidents. Les peuples sont là pour durer, ce sont les peuples frères. Il va falloir se réconcilier rapidement et ne pas tomber dans ce piège. Donc c'est vrai que j'entends l'émotion, j'entends les doutes, j'entends les craintes, mais les coups des barbouzes des Français, ils le faisaient à l'époque avec des mercenaires style Bob Denard, c'était direct. Maintenant, ils cherchent à utiliser des gens payés, effectivement, pour faire des opérations de barbouze. Eh bien, ça, c'est une tentative de ce qu'on appelle des guerres par proxy, par destination. Ils cherchent toujours à déstabiliser et vous inquiétez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, ne tombons pas dans ce piège-là. C'est un piège énorme qui est tendu aux pays de la région. Il faut la stabilité, il faut la force, il faut la sécurité et en aucun cas des tensions guerrières. Ça, ce serait le pire des scénarios. Après, je comprends parfaitement, effectivement, qu'il y ait des doutes. Je comprends que les esprits s'échauffent, mais ne jamais perdre de vue que lorsque l'on joue aux échecs, ce ne sont pas les pièces qu'on va sacrifier qui comptent, c'est l'objectif à atteindre. Et il faut faire de la stratégie et il faut être très didactique. Il faut expliquer à la population, il faut mettre en garde les gens, mais ne tombez pas dans l'émotion. C'est la pire des situations. Ils attendent que ça. Les Occidentaux se sont fait la guerre pendant des siècles. Ils espèrent nous transporter leur modèle de guerrier, de déstabilisation permanente sur le continent africain. Il ne faut pas leur servir la soupe. Tournez le dos à ce genre de stratégie et élevez-vous au-dessus de cette stratégie qui est mortifère. Que la quasi-totalité des invités qui se sont en tout cas exprimés sur la question savent bien faire la distinction entre le peuple et l'establishment et la classe, ce qu'on appelle la classe dirigeante. Notre ami Sadiawara nous l'a d'ailleurs dit, ces mercenaires-là ont été remis à la justice malienne qui va très prochainement sans doute ouvrir une enquête pour essayer de comprendre dans quelle mesure et pourquoi ces derniers sont arrivés sur le territoire malien. Mais est-ce que, au vu de la situation, vous pensez que cette opération pourrait entraîner des brouilles, cette fois-là diplomatiques, entre le Mali et la Côte d'Ivoire? Si vous me posez la question, je vous réponds simplement. Comme vous l'avez souligné, le président ivoirien est un petit peu le porte-parole de la France dans la région. C'est lui qui a d'ailleurs initié les sanctions contre le Mali. L'objectif est évident, c'est de faire en sorte que le Mali rentre dans le pas. Je considère que pour en sortir de ce néocolonialisme, il ne faut surtout pas qu'il rentre dans le pas. Les Maliens doivent choisir leur avenir. C'est un pays qui a été gardé artificiellement pauvre alors que c'est un pays riche en ressources. C'est un pays riche en travailleurs. Les Maliens sont un peuple très travailleur. Alors les gens ne le savent pas. Et surtout, c'est un pays qui a les capacités de pouvoir nouer des alliances très fortes. Ils ont commencé là. Donc moi je pense qu'effectivement, le seul moyen pour sortir de ce piège, il est grossier. Moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est tellement grossier. Le président ivoirien initie les sanctions contre le Mali pour le fragiliser. Ensuite, il envoie des soldats. Ensuite, il fait voter à la MINUSMA. Il fait en sorte que ça passe encore à nouveau alors qu'on ne l'ait plus réclamé. Aujourd'hui, ils sont bloqués parce que la région est clairement fragmentée par un pays qui a dit non. Donc, c'est vrai qu'il y a un risque d'échauffement, de tension.
il ne faut pas le prendre à la légère. Et c'est pour ça que la seule réponse... Vous savez, je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je dis toujours aux gens, quand on est en débat en Europe, que les Européens entre eux, lorsqu'ils débattent, ne s'insultent jamais. Vous entendrez jamais un Européen dire à quelqu'un, entre eux, hein, vous êtes un menteur. Ils ne disent pas ça. Ils disent, vous dites des contre-vérités. Ça veut dire, vous êtes un menteur, mais avec des termes choisis. Et bien là, il faut être exactement pareil à eux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une tension comme celle-là, immédiatement opposer la diplomatie. Parce que ce qui permet à la diplomatie d'obtenir des résultats de loin meilleurs qu'une tension guerrière, d'abord, c'est l'économie du temps, de l'argent, des hommes et surtout de l'économie. Ce qui permet à la diplomatie de donner une chose, c'est que ça donne le sentiment que les autorités, et là j'ai vu le militaire s'énerver, effectivement, je le comprends, mais maîtrisent les langages diplomatiques, les codes diplomatiques, et sont en mesure de parler à l'international et de porter des questions régionales à l'international. Et donc, il faut faire très attention, parce que là, le piège est tellement évident, tellement grossier, c'est une provocation énorme, qui est presque pathétique, qu'il ne faut pas répondre par autre chose que par la diplomatie et par les moyens de coercition de type judiciaire. S'ils sont condamnés, ces gens-là, alors ça va énerver tout le monde, mais ils seront, vous ne tombez, enfin, le Mali ne tombera pas dans le piège. Aujourd'hui, il a son destin entre ses mains. Il ne faut pas qu'il tombe dans un piège comme celui-ci, parce qu'effectivement, on l'a vu, je vous ai donné différents pays dans lesquels ils ont entretenu des guerres pendant des décennies. Je ne parle même pas de la guerre de Corée, Nord et Sud, qui sont séparés depuis plus de 70 ans bientôt. C'est intolérable, donc il ne faut pas tomber là-dedans. Mais c'est vrai que le risque est là. Il y a un risque de provocation militaire, d'intervention ponctuelle, peut-être d'embrasement. Tout est possible. Il faut savoir que le Mali pose problème, parce que sur un plan idéologique, sur un plan culturel, sur un plan géostratégique, il a totalement fractionné le précaré français. Il a mis un coin dans une zone que les Français pensaient contrôler, et le Mali est le second pays à avoir fait ça. Le premier étant la République centrafricaine, qui n'est pas tombée dans le piège de la guerre civile, Dieu merci, et la République centrafricaine, qui était l'autre région contrôlée par la France, a montré qu'elle pouvait s'autonomiser. Le Mali a montré à nouveau cette réalité, et puis surtout, on a deux pas du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, qui, pareil, en son temps, avait montré à la France qu'il pouvait être autonome, mais en son temps, malheureusement, n'avait pas les soutiens. Aujourd'hui, il y a une vraie stratégie possible pour y arriver. Donc, il faut faire très attention à cela, il faut être vigilant et surtout réfléchir dans un second temps à ce qui peut être fait sur un plan strictement judiciaire et diplomatique. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.